93.1, au cœur des grands événements. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce lundi 9 juillet 2018. C'est avec Gérard Ouessan, le patron du groupe de presse SICAT, et Abbas Issaka, le patron de l'hebdomadaire Le Mania Libéré. Ensemble, nous analyserons et commenterons l'actualité de ces derniers jours, ces dernières heures, si vous voulez. Nous parlerons politique, bien sûr, au moment où tous les regards sont tournés vers la CEDEAO ou sont rivés sur la feuille de route de la CEDEAO le 31 juillet prochain. La conférence des chefs d'État se réunira à Lomé. On en saura un peu plus. On abordera également d'autres sujets de l'actualité. Bienvenue. Taxi Presse. Et nous allons commencer par la revue de presse. Et nous commençons par le quotidien Togo Matin qui parle de la lutte Evala ce matin. Dans la Cosa, la lutte Evala à l'étape de demi-finale dans le canton de Chichao. Vous lirez l'article dans le journal La Page 3, l'édition 2008 des luttes traditionnelles en pays kabyle qui se poursuit donc cette édition ouverte samedi dernier. Beaucoup plus avec la présence effective du chef de l'État Forest Simonia Singbe. Colloque national sur le dialogue interreligieux, la Fondation Mohamed VI, un nouveau dynamisme au cadre de discussions entre religions, écrit notre confrère, et l'éditorial du journal, les philosophes du statu quo. Il faut sortir du statu quo, a déclaré, rappelez-vous, en parlant du Togo, bien sûr, le président français Emmanuel Macron depuis le Nigeria, où il était en visite la semaine dernière. Et depuis lors, que de commentaires dans l'opinion au niveau des partis politiques. Chacun tire le drap de son côté. Avec mes confrères, tout à l'heure, on reviendra un petit peu sur le sujet. Vous lirez l'éditorial du confrère Assopopo à la page 3. De Lomé au Maghreb, en passant par Sinkansé, le parti uni s'active sur le terrain. Et puis économie, lutte contre les microfinances illicites au Togo. Le ministère va prendre des mesures idoines. Écrit donc le confrère Togo Matin qui nous informe que, eh bien, il y a changement de main au niveau du barreau du Togo. Maître Sedjoro Kofi Dogbeavou est le nouveau bâtonnier du Togo. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Le quotidien Liberté maintenant évoque aussi la question politique avec la CEDEAO. Le dossier togolais affecte l'agenda communautaire. Plusieurs chantiers mis en stand-by, notamment l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Vous lirez l'article à la page 3 pour les précisions. Nouvelle stratégie d'électrification au Togo et évaluation des besoins. 1000 milliards de francs CFA pour quelle capacité énergétique? C'est l'interrogation du journal. Le Togo dépend à 80% de l'énergie extérieure à ce jour, précise notre confrère. D'ailleurs, nous reviendrons un petit peu sur le sujet. Puis brouille entre ODDH. Le Rejad s'apprêterait à se retirer du CACIT. Pourquoi cela? Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques, c'est Forum de la semaine. Santé, Lomé attend un hôpital de référence. Fornia Singbe sur une image ici. Vous lirez l'article à la page 3. Culture avec les luttes Evala en ébullition dans la Cosa. Et puis CEDEAO Lomé accueille deux importantes réunions avant le sommet des chefs d'État. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis de Bawara à Macron, le gouvernement et sa majorité ne sont pas disposés à se mettre dans une logique de statu quo, précise le ministre togolais de la fonction publique, J.V. Bawara. Vous lirez sa réaction dans le quotidien Forum de la semaine qui évoque aussi le cas de Jerry Taman. Les 3 raisons pour lesquelles je suis mal aimé par certains opposants. Il a dit d'ailleurs la dernière fois lors de sa conférence de presse, moi,
J'ai 3 péchés rédhibitoires. Ma mère est de Pia. Je suis donc directement sur le cousin de Fort, Yacine B. Deuxième péché, je suis militaire. Depuis quand un militaire va démissionner ici au Togo pour faire la politique, on sait qu'on l'a envoyé. Troisième péché, je suis des Sioux. Donc, c'est Gilbert Bahora qui l'envoie. Voilà, c'est le troisième péché qu'il a relevé l'autre fois. Eh bien, vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine pour les précisions. Le billet hebdomadaire Le Libéral qui évoque aussi Evala 2018, c'est parti, une opportunité touristique, écrit le journal. Le confrère, dans son éditorial, évoque aussi cette histoire de statu quo, la fin du statu quo, à chacun sa compréhension, écrit notre confrère. Électrification pour tous, Total, Togo et Solergie s'unissent contre le problème d'énergie au Togo. Vous lirez l'article dans le journal et puis prochaine feuille de route de la CEDEAO. Que redoute le mouvement citoyen Togo debout? L'interrogation du journal donc à découvrir dans Le Libéral, le billet hebdomadaire. L'autre billet hebdomadaire, c'est Le Collecteur avec l'entretien exclusif du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui déclare, je cite, « Le lobbying forcené et le vibronisme diplomatique de Fort ne peuvent rien face au peuple résolu, mobilisé et vigilant. » Vous lirez l'article dans le journal. Méchanceté et paradoxe face aux multiples urgences pour sauver des vies humaines. Le pouvoir opte pour l'amélioration des conditions des morts. Que cache la fermeture de la morgue du CHU Sylvanus Olympio? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Forum international pour l'entrepreneuriat agricole et agrobusiness à Lomé. Laurent Mpo précise donc les contours de l'organisation. Vous lirez l'article dans le journal, bien sûr. Et puis, enjeux et contraintes de la décentralisation de l'ONG IJD, Mission Tové et Adeti Copé sensibilisé. L'article, c'est dans le journal Le Collecteur. L'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui parle aussi de la crise togolaise. Emmanuel Macron, confiant pour la résolution de la CEDEAO. Le Nigeria, simple membre ou ultime décideur? C'est l'interrogation du confrère. Le journal qui parle également du dialogue interreligieux. La fondation Mohamed VI prône la culture de paix au Togo. Mieux défendre les droits des enfants, des jeunes, les vulnérables. Plan international Togo et Bonfonden mutualisent leurs efforts ou leurs forces, si vous voulez. Le confrère qui parle aussi de la 80e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, la situation financière de la communauté au menu des discussions. Vous lirez cela dans le journal Nouvelle Opinion. Et le dernier journal avec nous, c'est le mensuel panafricain de l'environnement et développement durable, développement durable, santé, publicité, voilà. Le journal s'appelle Planète Écologie. Planète Écologie, son numéro 002, ce matin évoque le climat, bien sûr. Après 2 ans de stagnation, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 2% durant l'année 2017. L'accord de Paris, déjà foulé aux pieds, se demande notre confrère, qui nous propose aussi un grand reportage sur la prolifération anarchique des sachets. Le Togo face au péril plastique biodégradable, écrit notre confrère. Le journal qui place un mot sur l'actualité, sur justement le pari de la transition énergétique, l'engagement du Togo salué par Ségolène Royal de passage à Lomé il y a quelques semaines. Le journal qui parle également de Patrice Talon par rapport à la fabrication, l'importation, vente et utilisation des sachets plastiques définitivement interdites au Bénin. Patrice Talon, très ferme sur le sujet. Précise Planète Écologie. Alors, dans les kiosques ce lundi, 9 juillet, outre Planète Écologie, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a le bi-hebdomadaire Le Collecteur, le bi-hebdomadaire Le Libéral, vous avez le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté et le quotidien Togo Matin. Retour en studio avec mes confrères qui sont là. Cette semaine va être un petit peu compliquée parce que toute la presse, on va le dire, est dans la causa pour les luttes. Et voilà l'édition de cette année, édition 2018.
Mais en studio ce matin avec nous, comme annoncé, il y a quand même Gérard Roussan, le patron du groupe de presse SICA. Bonjour Gérard. Bonjour, faites vite, sinon vous ne me trouverez plus non plus. Ah oui? Si tu demandais là-bas, pour Evala, je suis tenté d'y aller aussi. Heureusement que ça en dira que cette semaine. Merci. Bonjour Abbas Issaka. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont déjà installés dans le taxi. Oui. Les Evala, nous aussi, nous sommes venus installer. Et justement, les luttes Evala, c'est encore parti. Hein. Le confrère Togo Matin nous informe ce matin que c'est la demi-finale dans le canton de Tichao. Canton de Tichao, avec cette lutte traditionnelle en pays kabyle qui se poursuit. Disons quand même que ce rite, chaque année, montre de nouvelles faces quand même, hein, à Bassisaka, de l'ambiance. Oui, bon, de nouvelles phases de l'ambiance, je ne vois pas de nouvelles phases comme ça, mais le problème qui se pose, c'est que on voit que lorsque les Evala arrivent toutes les années, c'est que les Kara retrouvent une ambiance toute particulière. Oui. Ce qui veut dire que c'est une ville qui revit. Qui reprend naissance karma, et après c'est que même Lomé se vide, la capitale se vide au profit de Kara. On voit même les administrations qui roulent au ralenti parce que les patrons ne sont pas là pour signer les papiers. Tout le monde s'est déplacé pour aller vivre la fête du chef de l'État à Kara parce que c'est la fête du président de la République. Ça fait qu'aujourd'hui, par rapport à ça, je ne vois pas une ambiance toute particulière. C'est toujours le même rythme qui s'observe. Du moment où le chef de l'État est là, il faudrait que ses collaborateurs soient à son niveau, à ses côtés. Parce que si quelqu'un dit, moi je ne vais pas parce qu'on va me dire que tel, donc tout se vide et l'administration roule au ralenti. Mais cette situation, on l'a toujours dénoncée depuis des années. C'est incompréhensible que quand les Evala arrivent, que toute l'administration se vide presque. Les ministres qui sont obligés peut-être d'être là-bas à Kara. Oui, mais on l'a dénoncé, ça ne changera, on ne sait pas ce que les gens et tout là. Donc quand on prend l'exemple même de nous-mêmes actuellement, vous avez vu que nos confrères sont tous à Kara. Oui, c'est pour le travail. Ah, c'est pour le travail, mais pour la couverture médiatique de toute une semaine, alors qu'en principe, quand vous prenez ces Evala, selon les rites, c'est que les jours les plus importants, c'est entre jeudi et vendredi, samedi. Les derniers jours pour les finales. C'est ça qui sont, les 16 jours-là qui sont les plus importants. Et ça pourrait attirer les gens pour la couverture médiatique. Donc, moi, je m'étonne que pour les autres fêtes, même qui durent, parce que quand on prend la fête de Yakeke à Noho, la fête aussi dure une semaine. Puisque ça commence par les préparatifs quelque part jusqu'à la phase finale où on va pour faire sortir la pierre sacrée. Donc, c'est de la même façon. Toutes les autres fêtes, c'est la même chose. Mais pour la fête traditionnelle, parce que c'est une habitude qui est acquise depuis le temps de feu Nyasingbe Yadema et qui est maintenant très difficile à être décollée. Donc, je pense qu'il faudrait retravailler les gens par rapport à cette activité, puisque actuellement, quand vous allez dans les bureaux, si vous avez des dossiers à se faire signer par un ministre ou bien par un directeur de cabinet ou quoi que ce soit, c'est que vous allez entendre un peu. Et même dans les directions des sociétés d'État, ce serait la même chose. Vous allez attendre un peu. Donc c'est une semaine morte, presque morte au niveau de l'administration et des ministères. Parfait. Et il faudrait qu'on revoie ça. Est-ce qu'on peut remédier à ça un jour, Gérard Roussan? Si vous parlez de remédier, ça veut dire que vous reconnaissez la chose comme étant un mal. Bon, je ne sais pas. Abbas Issaka le disait, c'est-à-dire que quand cette période-là arrive, les dossiers attendent. Le patron n'est pas là, le ministre n'est pas là, le DG n'est pas là, donc tout attend, tout est au ralenti. On ne dit pas que tout s'arrête, mais tout est au ralenti. Ben oui, c'est vrai. Et bon, moi je vais noter d'abord que le Evala a perdu son caractère de rite, comme vous l'avez dit. Vous avez parlé de rite tout à l'heure, mais moi je pense que ce n'est plus un rite, mais c'est juste comme une kermesse, hein, comme on fait la foire.
c'est plus une fête qu'un rite actuellement. Et donc on y va et vous voyez, c'est l'argent qui coule, c'est la grande fête, la bombance, la bamboula comme dirait l'autre. Donc le caractère traditionnel de la chose même est un peu ça s'en va. Bon, c'est vrai que les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles étaient il y a 100 ans. Mais en même temps, il faut que les choses évoluent. C'est ceux qui ne sont pas directement concernés par l'événement qui font de la fête. Ceux qui sont concernés par les rites, les cérémonies, mais ils sont sérieux là-dedans. Ils font des cérémonies. Ils font des cérémonies, mais après, n'empêche que la chose a toujours un caractère festif, un caractère de... N'oubliez pas que les gens quittent surtout Lomé pour y aller aussi. Oui. Ce n'est plus c'est pas les cabiers du terroir et tout ça. Non, c'est des gens comme vous et moi et qui quittent la capitale et qui y vont. Et vous vous rappelez, l'année dernière, je pense qu'il y a eu une affaire de 5 millions qu'on leur a donné. Ça s'est terminé par la bagarre. Bon, donc côté rite, moi je ne vois plus tellement, les choses ont évolué, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, je n'en sais rien, mais toujours est-il que dans la vie, il faut toujours évoluer, les choses sont obligées d'évoluer, on ne peut pas rester comme au temps il y a 500 ans. Maintenant, dire que le pays va au ralenti, c'est vrai, pendant toute une semaine, plus rien ne marche, surtout côté administration, on le dit comme ça, mais on n'imagine pas ce que ça coûte à l'État. Et quand vous allez par exemple au port, quand vous allez à la douane et qu'un dossier doit être signé, il faut attendre une semaine avant que vous ne preniez votre colis ou bien votre conteneur. Mais vous n'imaginez pas la perte que ça peut occasionner. Hier, j'étais avec quelqu'un, un industriel, qui a commandé un produit. Les produits sont arrivés et il manquait 2 seaux. Par mégarde, on n'a pas pu mettre ça dans le camion. Et il pleurait pratiquement parce qu'il dit... parce que pour faire maintenant sa production, il va falloir attendre ces 2 petits produits-là. Parce que sans ça, il ne peut pas produire ce qu'il a à produire. Donc vous voyez déjà, ça veut dire que les activités sont ralenties, voire même stoppées par endroits. Donc quand on dit que les choses vont seulement ralentir, ce n'est pas seulement la carte d'identité qu'on ne signe pas vite, ou bien la naissance, le certificat de naissance. Non, il s'agit de vraies pertes pour des gens parfois et il faut vraiment revoir ça. Bon, maintenant, moi, la question que je me pose, en cas d'alternance, qu'est-ce qui va arriver à cette fête-là? Surtout que si le nouveau président n'est pas Kabié, qu'est-ce qui va arriver à cette fête? Il faut penser à ça. Il faut sérieusement penser à ça. Il faut penser aux frustrations qui vont naître. Des gens qui sont habitués pendant des années à aller faire pratiquement une sorte de partouze, même parfois. Quand vous allez, c'est parfois assez dur. Des gens qui sont habitués à la fête comme ça et pour cause d'alternance, on vous dit tout ça là, ça doit changer de nature. On ne peut plus vaquer toute une semaine. Comment est-ce que on va réagir? C'est quelque chose il faut y penser sérieusement et voilà. C'est un vrai problème que pose Gérard Abbas. Ouais, c'est un vrai problème que pose Gérard parce que le problème qui se passe... Parce que ça pose le problème même de l'intérêt que l'autorité porte sur les autres fêtes. Oui. Ici, ce qui se passe, c'est que les vrais fils de la COSA, les concernés, ils suivent une préparation. Ils font bien le rite. Oui. Et les autres, ils suivent, ils sont sérieux, ils s'y mettent dedans. Oui, depuis plusieurs jours. Ils suivent correctement le rythme. Mais ceux qui ne sont pas de la région. Oui, mais parce qu'on nous renseigne que c'est en ces moments-là, à Kara, dans la COSA, que beaucoup de choses se décident pour le pays. Oui, mais c'est parce que l'administration s'est dirigée vers qui se font. C'est là que je suis en train d'en venir parce que ceux qui font les rites eux-mêmes là, les rites Evala, ils subissent le processus avec un sérieux. Mais c'est ceux qui se déplacent, qui ne sont pas de la région, qui ne sont pas concernés, qui vont pour la bombance et pour la fête. Vous allez voir que les hôtels sont occupés. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à Néron pour la fête? C'est ce que Gérard a relevé. Gérard a relevé ça tout à l'heure. J'ai dit c'est par rapport au pouvoir politique. C'est par rapport au pouvoir politique. Et tout à l'heure, tu as annoncé le fait que quand ça se passe ainsi, même il y a même les conseils des ministres d'habitude très souvent qui se tiennent au cours des Evala parce que les ministres ne sont pas ici pour prendre ces décisions et pour faire un conseil des ministres. Le chef de l'État lui-même est là-bas dans la région. Et on ne voit pas ça du côté de choses. Lorsqu'il y a à Bogozan, les gens y vont, ce sont
les fils de la localité qui viennent pour quelques heures, ils reviennent. Mais ici, c'est toute une semaine que ça prend. Les rites prennent une semaine. Et quand ça prend une semaine, si le chef de l'État est là, et très souvent, si des ministres ne sont pas tous au complet là-bas, ils sont demandés par le chef de l'État d'arriver là-bas pour un conseil des ministres. Et ça fait que la décision aussi se prenne très souvent vers Kara, du conseil des ministres, très souvent vers Kara. Mais je précise que ceux qui sont concernés par les rites les font sérieusement. Mais c'est les commerçants, ceux qui vont faire pour le commerce. Par exemple, vous allez arriver tout de suite là-bas, vous allez voir qu'il y a tout Togocel qui est là-bas en train de faire. Oui, il y a la brasserie. Et puisque tout le monde est là, vous faites la promotion de la campagne. Ouais, de la promotion de leurs produits. La brasserie du Bénin, vous allez voir comment ça se passe actuellement là-bas. Move, tout le monde est là. Donc la ville est totalement en ébullition. Et ce sera jusqu'à samedi prochain ou dimanche, si vous voulez. Après les évaluations, je voulais avoir votre avis. C'est vrai que la semaine passée, le sujet est quand même... Oui, mais est-ce que je peux faire quelques remarques sur la fête des Valas? Encore? Oui, on a parlé tout de suite des directeurs de publication. Oui. Qui seraient là-bas pour la couverture. Moi, j'en doute beaucoup. Parce qu'en général, ce n'est pas les directeurs de publication qui font les reportages, qui font les couvertures médiatiques. C'est plutôt les journalistes. Mais on remarque que là-bas, c'est plutôt les... sont des journalistes pour la plupart. Oui, mais en général, quand il y a un reportage, ce n'est pas nous qui allons, mais c'est plutôt les journalistes. Oui. Mais curieusement, c'est les directeurs de publication qui y vont à chaque Vala. Alors, moi, je me demande s'il n'y a pas d'autres avantages là-bas et d'autres choses juteuses. Mais je vais dire aussi que la fête des Valas appartient quand même aux injustices qui sont faites dans ce pays. Quand on compare comment les autres fêtes sont fêtées, il faut avoir le courage d'appeler un chat, surtout que ce n'est pas ceux qui appartiennent à l'ethnie kabyle qui ont demandé qu'on politise cette fête-là. C'est là où moi je trouve le problème. Si moi j'étais kabyle, je vais me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut entacher notre fête traditionnelle de tant de polémiques? Parce que c'est des gens qui, à un moment donné, ont pris sur eux l'initiative de politiser cette fête-là, ce qui fait que c'est devenu un truc assez controversé. C'est pour ça que tout à l'heure vous réfléchissez par rapport à l'après. À l'après-alternance. Après-alternance, surtout si l'alternance a amené un non-kabyle au pouvoir. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Comment les gens vont recevoir ça? C'est une fête qui est politisée à outrance. Alors que ce n'est pas l'ethnie kabyle qui a demandé ça. C'est des gens qui y vont, qui font leur business. Quand vous allez là-bas, maintenant, ce n'est pas les kabyles que vous allez trouver. Hein. Vous trouvez des Evé, des Wachi, des Anna, des Ifé, tout quoi. Mais c'est un rendez-vous pour faire du business. Ce qui fait que cette fête-là a perdu sa superbe. Regardez un peu comment se font la lutte au Sénégal. Ce qu'ils en ont fait, c'est un vrai business qui amène des milliards, mais qui n'est pourtant pas controversé, qui est accepté par tout le monde. Mais voilà, et quand vous demandez à beaucoup de gens, et certains, ça n'éveille en eux que la frustration. Certains même s'amusent à tourner le bouton de leur télé, parce que voilà, apparaît. Ils pensent que c'est une injustice faite à eux. Donc peut-être qu'il n'est pas encore tard, mais il faut redresser quand même la barre. La dernière chose dont je vais parler, et qui malheureusement risque d'arriver encore, c'est les accidents. Vous allez voir quand les gens vont revenir des Valas. Ah oui. Comme chaque année. Ce qu'on a vécu l'année passée, c'était quand même. Il y aura encore comme humoristes. Pas seulement ça. Depuis des années, à chaque fois, il y a des accidents graves. Des enfants qui sont écrasés par les voitures parce que dans l'euphorie, les gens reviennent à Lomé à toute allure, certains ont bu et tout ça là, et il y a toujours des morts. Mais cette année, est-ce qu'on a pris des mesures pour, par exemple, contrôler la vitesse, contrôler l'alcoolémie au volant et certaines choses? Mais je ne pense pas, en tout cas, on n'en a pas parlé. Il y aura encore des agneaux sacrificiels pour Evala. Est-ce qu'il faut chaque année sacrifier des gens pour cette fête-là? Bon, écoutez, vous voulez aussi placer un peu, c'est par rapport à la politisation aujourd'hui de nos fêtes traditionnelles. Presque toutes les fêtes actuellement sont politisées au Togo. On voit ce qui se passe avec Epesoso dans le lac, où même il y a des prêtres qui ne sont pas d'accord que tel peut rentrer dans leur couvent. Au niveau de Aboubozan, à Tchévier, tout ça là, dans toutes les préfectures, toutes les fêtes sont politisées. On a vu que même là où il n'y a pas de fête traditionnelle, avant les gens se sont permis d'encrier ces fêtes traditionnelles. Par exemple, au fond, d'en donner des noms comme ça. Donc aujourd'hui, il faut penser à revoir parce que
On dit souvent que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Donc il faudrait qu'on revoie notre culture, notre identité pour ne pas la perdre au profit de la politique. Mais moi, la politisation... Quelle est l'identité du Togo aujourd'hui? Elle est multiple. Hein. L'identité du Togo est multiple. On est plusieurs peuples. Je crois qu'on est au bas mot 45 ethnies. Oui. Et bon, et culturellement, c'est multiple. Mais il faut dire que le Togolais, qu'il soit Mina, Ouati, Kotokoli, tout ça là, on reconnaît le Togolais par un certain comportement. Moi, quand je suis à l'étranger, je vois un Togolais, je le reconnais, quoi. En quoi est-ce que vous le reconnaissez? Dans son comportement, dans ses réactions face à des problèmes donnés, face à des situations données. Et le Togolais, il préfère aller de façon, par exemple, pacifique. Par contre, un Sénégalais, par exemple, vous le piétinez, il veut vous gifler. Un Togolais vous dit, mais vous me piétinez, il veut vous convoquer à la police, par exemple. C'est des réactions qui sont typiques au Togolais. Le Togolais aime la loi, il aime le droit, des choses comme ça. Il fait moins la violence. Je crois que c'est dans notre tempérament aussi. C'est pas forcément le Togolais qui est comme ça, pas seul le Togolais. Il y a d'autres peuples aussi, mais le Togolais, on se reconnaît par cela aussi. Mais pour finir, quand je parlais de politisation, cette politisation-là dont vous parlez encore bien, mais la politisation qui fait que ça suscite l'inimitié des autres, la haine des autres, où on se dit, mais vous nous trichez, vous. C'est surtout ça qui est mauvais. Faire tous les gens vous disent, mais vous consacrez une semaine pour vous-même et toute l'administration, on mobilise beaucoup de fonds, alors que nous, on se contente de nous montrer sur la TVT pendant quelques 30 secondes. C'est cette politisation-là que moi je trouve un peu mauvaise. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais quand même avoir aussi votre avis sur un sujet. C'est vrai que la semaine dernière, on en a parlé ici abondamment dans vos journaux, vous en avez fait cas. C'est par rapport à la fermeture de la morgue du CHU Sylvanus-Sonopio. Je rappelle que c'est à partir du samedi prochain. Cette semaine, les familles des défunts doivent quand même s'organiser pour pouvoir dégager les corps au niveau de la morgue du CHU Sylvanus-Sonopio. La polémique continue toujours. Ce matin, le confrère, le collecteur parle carrément de méchanceté et du paradoxe face aux multiples urgences pour sauver des vies humaines. Le pouvoir de Faure Gnassingbé opte pour l'amélioration des conditions des morts plutôt que celle des vivants, donc c'est-à-dire améliorer le cadre de vie, des soins des vivants. Est-ce que cette fermeture peut cacher quand même, cette fermeture de la morgue de CSFN peut cacher quelque chose à votre avis, Abbas? Non, bon, ça ne cache pas que personne ne compte qu'on améliore la morgue de Lomé, parce que du CHU de Lomé, parce que quand vous y rentrez, c'est dégueulasse. Si vous avez un corps là-bas, vous y rentrez, ça ne donne pas. Parce qu'il y a des casiers même dans lesquels qui devaient contenir un corps, vous allez retrouver 3 ou 4 corps là, dans un casier. Le problème, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'on a trop donné un laps de temps pour demander aux parents de venir retirer leur corps. C'est-à-dire ça devait se préparer 3 mois auparavant ou 6 mois. On devait demander aux gens qu'on fait un communiqué pour leur dire que nous allons procéder à la rénovation de la morgue du CHU dans tel mois. Donc ceux qui ont leur corps au niveau de la morgue, qui se préparent pour les faire sortir et les enterrer. Et là, les gens se prépareraient parce que nous avons vu qu'il y a des corps qui sont là depuis des années, qui ne sont pas encore enterrés. Il y a des gens qui ont leurs parents en Europe. On dépose le corps à la morgue. Le temps que les enfants ne s'entendent sur l'organisation des funérailles. Et très souvent, c'est ça qui pose problème. Nous avons eu vent de ce qu'il y a un corps qui est là à la morgue depuis 8 ans. Parce que les enfants sont en Europe. 8 ans? Oui, les enfants sont en Europe, ils ne s'entendent pas. Et celui qui est chargé de gérer cette situation ici a saisi les parents, les fils de la vieille pour leur dire que voilà, on a donné un ultimatum pour que d'ici là, sur le 14, que tous les corps soient dégagés de la morgue de Lomé parce qu'il y a à rénover cette morgue. Et je pense qu'il paraît que dans cette semaine ou dans la semaine qui va venir, ils vont revenir pour faire l'enterrement là. Donc, nous avons vu que le week-end qui est passé là, il y avait beaucoup de funérailles. Oui, ça, les gens qui avaient prévu
faire les funérailles au-delà du 31 mais se sont débrouillés pour chercher les moyens et enterrer leur mort le week-end passé. Et ce serait ainsi, peut-être pour le week-end prochain, puisque pour le moment, ceux-là qui n'auront pas l'occasion de pouvoir avoir des moyens pour organiser les funérailles, ils seront obligés de transporter leur corps dans d'autres morgues. Le problème là, c'est qu'on aurait dû faire de telle sorte qu'au moins on donne un temps, au moins un préavis de 3 mois pour permettre aux gens de se préparer. J'ai appris qu'il y a aussi un cadre qui est décédé, mais qu'on a prévu que ces funérailles devaient avoir lieu la fin du mois de juin, le 31 juin comme ça, à la fin du mois. Mais ils étaient obligés de le faire très rapidement dans le week-end, mobiliser les moyens, faire de telle sorte que ça ne passe pas. Parce que le ministre avait parlé de ramener les corps soit à la morgue du centre communautaire, Lomé CHR, Lomé commune. Le confrère l'Alternative nous rappelait la dernière fois qu'il n'y a que 16 places dans cette morgue. Il y a la morgue de Tchévier, celle d'Anero, et voilà, Tapamé aussi, qui a été donc noté par le ministère. Est-ce que c'est un vrai problème, ça, finalement, à votre avis, Gérard? Non, quand vous dites qu'il n'y a que 16 places au CHR, je crois que c'est chez moi à Kégué là-bas. Hein. C'est la preuve que nous ne meurt pas beaucoup. Oh. Nous sommes très sobres en ce qui concerne la mort. Non, je pense quand même que c'est un problème qui est difficile. Vous savez, souvent nous condamnons le gouvernement pour la simple raison qu'il communique très peu. Et moi, face à ce problème, je me dis... Ou mal, c'est possible, ouais. Et je me dis qu'ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison, mais Abbas disait tout de suite qu'il faut donner du temps aux gens. Ben, même si on donne du temps aux gens, entre-temps, il y aura encore des morts. Peut-être qu'il y aura même plus, le taux de mortalité peut augmenter entre-temps, pour quelque raison que ce soit. Hein. On est en saison pluvieuse, peut-être que le paludisme va tuer encore des gens, ou bien des contingences vont faire que beaucoup vont mourir entre-temps. Donc, on n'aura fait que déplacer le problème. Les morts qu'on enregistre depuis le 3 ou le 4 juillet, ils vont où? Les morts ne vont plus. Voilà. On ne les amène plus à la morgue du CH Sylvanus Olympio. On les dirige vers d'autres morgues. Oui, mais quand vous voyez par exemple la morgue de Tchévier, que moi je connais très bien, c'est une morgue de très petite capacité. Bien sûr. Et à Nero, c'est pareil, même les morgues privées, c'est tout petit. Non, moi je pense que ce qu'il fallait faire, c'est peut-être de construire un autre bâtiment. Parce qu'il n'y a pas que dans les chambres froides qu'on peut conserver les dépouilles mortelles. Moi, je vous le dis, mon père, quand il est mort, il n'a jamais été dans un casier. Je l'ai toujours conservé dehors, à la morgue, sur une table, et on lui a fait des piqûres de formol. Et le corps s'est merveilleusement bien conservé jusqu'à ce que moi, je n'aille le récupérer pour l'enterrer. Ah bon? Pendant combien de temps ça? Non, il est resté au moins, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'on organise les obsèques. Donc, on pique les gens au formol, on les met là, ça peut se conserver. Alors, pourquoi ne pas construire ne serait-ce qu'une grande salle avec des tables ou bien des étagères où on peut mettre des morts et leur mettre du formol, histoire de mettre les familles éplorées à l'abri de tout ce stress-là. Ça aurait pu être c'est énorme. Oui, parce que quand vous perdez un être cher et en plus de ça, on vous dit allez l'enterrer très vite, ben ça fait une double affliction. Non seulement la personne que vous perdez, mais aussi le fait de l'enterrer en toute précipitation. Moi, je pense quand même qu'on aurait pu trouver quand même une solution. Maintenant, quand le gouvernement dit qu'il faut évacuer cette morgue-là, certains disent peut-être que les morts sont plus importants que les vivants. Moi, je dis que non. Parce que quand la morgue est insalubre, ça peut créer des épidémies. Oui, comme Abbas le disait tout de suite, quand vous allez dans cette morgue-là, parfois c'est terrible. C'est terrible. Des accidentés où vous voyez le sang encore couler plus ou moins. On sent que le corps a été mal entretenu et les membres de la famille qui viennent récupérer ce corps-là avec des blessures, la mâchoire défoncée, tout ça là. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne peut pas contaminer? Donc, quand une épidémie éclate à la morgue, la population des vivants peut ne pas être épargnée non plus. Donc c'est là où moi je dis que le gouvernement a peut-être raison, mais le fait de refuser obstinément de communiquer
ou bien de ne pas apprendre à communiquer, ben c'est ça qui fait qu'à chaque fois on trouve qu'ils sont mauvais, mais peut-être que parfois ils ont raison, c'est possible. Très bien. Ben, écoutez, monsieur, merci beaucoup pour votre réaction sur ce sujet. Mais pour celui qui est à la morgue depuis 8 ans, là, est-ce que son jugement dernier ne risque pas d'être toujours reporté jusqu'à être prescrit? C'est crime. C'est possible. Non, pas du tout. On ne sait jamais. N'est-ce pas? Ben, écoutez, avant de parler politique, je voulais aussi avoir votre avis sur un sujet d'économie. C'est beaucoup plus par rapport à ce que le ministre Sani Yaya a déclaré ces derniers jours dans son secteur, la lutte contre les microfinances illicites au Togo. Il n'est pas rare d'observer dans nos quartiers qu'il y a des microfinances qui foisonnent, qui pilulent. Et la plupart des temps, il y a des agents qui circulent de maison à maison, de marché à marché, qui collectent de l'argent pour donc ces microfinances où vous pouvez faire des prêts. Il y a beaucoup de services qui sont proposés aux clients. Et puis un beau matin, vous cherchez ces microfinances, vous ne les retrouvez plus. Les portes sont fermées, les fenêtres pareilles, et puis c'est fini. Et c'est en ce moment que vous constaterez que des pleurs, des grincements des dents de nos parents, de nos sœurs, de nos frères qui ont, à la sueur de leur front, mis de l'argent de ce côté. Alors, le ministre... Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances, a déclaré ces derniers jours au détour d'une rencontre que les microfinances illicites n'ont plus leur place au Togo. Le gouvernement visiblement va prendre des mesures idoines. Est-ce que tout cela n'arrive pas un peu tard à Bassisaka? Oui, ça arrive un peu tard. Ça arrive même trop tard parce que je pense que ce n'est pas la première fois que on prend ces genres de dispositions. On fait de telles annonces. On les avait fait plusieurs fois, mais ça continue. Parce que ces microfinances sont devenues une grande graine pour la société. Vous allez voir que quelqu'un qui est dans votre maison, il vient louer une maison, une chambre quelque part. Ils disent qu'il crée une microfinance. Il ne sait pas comment et par quels moyens ils arrivent à obtenir leur agrément. Mais il y en a qui n'ont même pas d'agrément. Il y en a qui parle de microfinance illicite. Des gens n'ont même pas d'agrément. Ils s'installent, ils recrutent des jeunes filles, des jeunes garçons qui se promènent de maison en maison avec des carnets sur lesquels vous donnez 200, 500 par jour. Et à la fin, lorsque il arrive le temps que vous allez collecter ce que vous avez pu cotiser, on vous dit que la personne a disparu. Des choses. Je connaissais une ONG, j'avais loué une maison au niveau du Jol là-bas. L'ONG, ils sont venus, ils ont loué aussi là et ils ont ouvert un bureau où tous les matins les gens viennent déposer de l'argent. Il y a des jeunes filles qu'ils ont recrutées pour aller dans les maisons et autres pour collecter avec leurs carnets. 3 mois après, les jeunes ont disparu. 3 mois après, ils ont commencé. Et il est venu, il a commencé par rouler en voiture. Après, on a appris qu'il a construit quelque part et finalement, il a disparu de la circulation. Les gens sont venus au commissariat du Jol là-bas. Ils sont allés appeler le commissariat du Jol pour venir. Le temps que la police n'arrive, on ne les retrouve pas. On les a cherchés jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvés. Et ils sont dans la nature comme ça. Et les gens ont cotisé beaucoup d'argent. Et tous les matins, je voyais des gens venir s'asseoir devant là, malgré qu'ils aient quitté les lieux. Ils disent qu'ils réclament, qu'ils cherchent leur argent. Et un temps, on me racontait que dans une maison, il y avait un monsieur aussi qui a loué. Le matin, un bon matin comme ça, on l'a recherché, il est parti avec l'argent des gens. Tout ceci là, j'espère que cette annonce faite par le ministre doit être rentrée en vigueur, que ça ne soit pas un effet d'annonce pour sauver les populations. Parce que ce n'est pas, même les grandes sociétés, les grandes microfinances, on a vu comment IDH... Ah oui, le problème de IDH. IDH s'est comporté avec... on n'a pas dédommagé tout le monde. Hein. On n'a pas dédommagé actuellement. Les clients de IDH sont dans un désarroi total. Il y a beaucoup qui sont en train... Même il y a certains qui disent qu'ils devaient se constituer en association pour porter plainte contre IDH. Or, on va porter plainte contre IDH parce que la société, son IDH est mise sous administration
territoire. Donc c'est l'État qui va les payer ou bien c'est Conseil crucial qui va payer. Donc tout ceci là, il y a des problèmes qui se posent. Aujourd'hui, il faudrait mener une guerre terrible. Face à ces gens de personnes, c'est devenu une sorte d'escroquerie que beaucoup ont créé pour escroquer beaucoup de personnes dans ce pays. Il faudrait que les autorités, surtout, comme l'a dit Sani Yaya, que ça ne soit pas seulement un effet d'annonce, que ces messieurs-là soient bien surveillés et qu'ils soient retrouvés partout où ils sont pour que les populations... Très bien. Gérard, qu'est-ce que cela vous dit, cette annonce du ministre de l'économie et des finances par rapport donc, à la traque qui va être organisée contre ces microfinances illicites? Bon, d'abord, moi, ça me rappelle mes propres expériences. Ah, vous en avez eu aussi? Ben oui, j'ai failli... Ben oui, c'est-à-dire que dans mon quartier, il y avait une microfinance comme ça. Et j'avais une bonne qui a travaillé chez moi pendant 3 ans. Donc, je ne la payais pas en tant que telle. J'économisais l'argent pour elle. Et au dernier moment, quand elle devait partir, je me suis dit, ben, je vais déposer ce que je lui devais auprès de cette microfinance-là, qui n'est pas loin de moi. Donc, pour moi, c'était pratique. Alors, le jour où je devais remettre l'argent, je suis revenu à la maison un peu tard. Il s'en est 16h et quelques, donc je n'ai pas pu donner l'argent à un de mes collaborateurs pour aller remettre. Et le lendemain, je lui ai remis cette somme-là. Il est parti là. Il y avait plein de gens devant l'édifice là qui étaient en pleurs. Et pourquoi? La microfinance est partie. C'est comme ça que j'ai pu économiser mes 345 000 qui ne sont pas partis. Si j'étais revenu à l'heure, le jour-là, mes 345 000 seraient rentrés dans ce gouffre. Et c'est l'une des rares fois où vraiment j'ai vu Dieu à l'œuvre, quoi. Directement comme ça, sans passer par des tours. Non, c'est un problème qui est réel, parce que la somme là dont je parle, 300 et quelques mille, c'est pas quand même petit. Les femmes au marché sont constamment victimes de... Beaucoup. Même pour un Européen, 500 €, c'est beaucoup, par exemple. Certains perdent jusqu'à 1 000 €, enfin, des sommes colossales, hein, 700 000, 1 million et tout ça là. Ça peut empoisonner une vie. Bon, disons que c'est un vrai fléau, et je me demande seulement pourquoi nous, en tant que citoyens, quand nous allons vers une microfinance, nous ne demandons pas de voir leur agrément, par exemple. Ne serait-ce que ça. Pourquoi est-ce que le problème, la solution réside dans l'interdiction systématique des microfinances qui ne sont pas agréées, ou bien est-ce qu'il ne peut pas avoir un volet sensibilisation aussi? Les amener à se conformer à la loi? Non. Nous, les citoyens, même avant d'aller déposer son argent quelque part, s'assurer que, bon, peut-être est-ce que ces gens-là ont un agrément. Quand on vous sensibilise, par exemple, on fait des émissions sur les radios et tout, vous allez quelque part, quand la personne n'a pas affiché son numéro de récépissé d'agrément, mais ne déposez pas votre argent là-bas, par exemple. Moi, je sais que si on sensibilise les gens, tous ceux qui n'ont pas d'agrément, ils vont rapidement fermer leurs portes, parce que plus personne ne viendra. Parce que même la dame... Parce que ce sujet pose un autre débat. Pourquoi est-ce que nos concitoyens aujourd'hui sont obligés... Vous savez que le taux de bancarisation est assez faible au Togo. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller vers les microfinances plutôt que d'aller à la banque? Oui, mais parce que vous ne pouvez pas aller auprès d'une banque et faire un chèque de 5 000 francs. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller avec... les agios d'abord sont grands. Quand vous allez auprès d'une banque, il faut payer des agios. C'est dans l'ordre de 2 000 par mois, 3 000 par mois, ça dépend des banques. Et vous allez à une banque, un chèque de moins de 5 000 francs, ça ne passe pas. Même avec votre carte bancaire, quand vous allez au guichet automatique, ça s'affiche à partir de 5 000. C'est 5 000, 10 000, 30 000, 50 000. Oui. Donc ce n'est pas fait pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors que pour les microfinances, vous pouvez aller déposer 1 000 francs, 2 000. Donc c'est la banque des pauvres. C'est pour ça que beaucoup de gens y vont. Maintenant, si on interdit systématiquement ces banques-là, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui font des tontines dans les villages? Parce que c'est des microfinances aussi. Oui, bien sûr. Des gens qui se mettent ensemble, on se dit, on cotise. La première fois... C'est un produit des microfinances, les tontines. Voilà. Donc on dit, c'est toi qui ramasses. Moi aussi, je ramasse la prochaine fois. Donc, ces tontines-là, en fait, c'est des microfinances. Si on interdit les microfinances qui ont un siège, est-ce qu'il faut interdire aussi le fait de faire des tontines? C'est ça qui se passe souvent au Togo. On ne définit pas bien les termes. Si on n'interdit pas les tontines, parce qu'il y a parfois des gens qui ramassent et qui s'en vont au Ghana ou bien au Nigeria. Et ça aussi, c'est un peu comme nos microfinances. On se débine avec l'argent. Alors, moi, je dis au ministre
il va falloir encore, peut-être qu'on nous appelle, qu'on nous explique, mais on ne le fera pas évidemment. On est habitué à ce que les décisions nous tombent sur la tête. Nous, les journalistes, on ne compte que pour du beurre. Mais parfois, nous avons des questions à leur poser à ces messieurs-là. Mais s'il le fait, c'est bien. S'il ne le fait pas, ben, on est déjà habitué. Maintenant, ce que je vais vous dire peut-être rapidement, le problème de ces microfinances, ce n'est pas forcément la malhonnêteté. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très honnêtes et bien intentionnés, mais leur microfinance a fait faillite. Tout simplement parce que c'est des gens qui ne maîtrisent pas bien comment l'argent circule. Comment le phénomène même du crédit surtout. Ils font des crédits. Vous savez, le recouvrement devient un problème sérieux. Ce n'est même pas seulement le recouvrement. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire des calculs de suites algébriques. C'est les suites, quoi. Oui. Quand je fais des prêts pour 1 million, mes entrées, je les estime à combien? Donc, c'est un problème de suite algébrique. Quand vous ne maîtrisez pas bien ce genre de calcul, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous faites plus de prêts que l'argent ne rentre. Alors là, d'un seul coup, votre microfinance tombe en faillite. Vous donnez 1 million à une dame. Vous escomptez à ce qu'elle paye, vous attendez à ce qu'elle paye 1 million 50 000 francs. OK. Au même moment, vous vous dites, bon, entre-temps, il y aura des gens qui vont amener 5 millions. Je vais leur demander de petits agios de 1000 francs, ça va me faire telle somme. Quand vous ne savez pas faire très bien ces calculs-là, ne vous étonnez pas que en 1 an, 2 ans, ou bien brusquement, si les crédits dépassent les entrées, que votre microfinance tombe en faillite. C'est là qu'ils s'en vont. Ce n'est pas forcément qu'ils sont malhonnêtes ou quoi, mais c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas fait les sciences économiques, qui ne maîtrisent pas les calculs des crédits, comment ça se passe, et ils font faillite, et voilà. Monsieur, merci beaucoup. Avant d'aborder la question politique, encore un mot sur l'économie avec les microfinances illicites au Togo. Le sujet est abordé, on le disait, par le ministre de l'économie et des finances lui-même. Ce secteur, il faut le dire, est très lucratif et attractif, finalement, qui attire, on va dire, plusieurs entrepreneurs. Mais pourquoi est-ce que le taux de bancarisation au Togo est toujours faible, Gérard? Non, je pense que c'est un problème malgré la culturel. multiplication des banques au Togo. Là, c'est un problème avant tout culturel et un problème de pauvreté, comme je vous l'ai dit. On a envie de garder son argent chez soi, à la maison. Chez soi, par habitude, et de deux, beaucoup n'ont pas beaucoup d'épargne. Quand vous avez seulement épargné 15 000 francs, moi je vous vois mal prendre Zémidjan 1000 francs pour aller à la BTC ou dans une autre banque, aller déposer vos 15 000 francs et revenir encore avec 1000 francs. Donc c'est une question d'abord, c'est culturel, moi je crois. Mais quand nous parlions tout de suite de ces microfinances qui n'ont pas d'agrément, moi je me demande ce que fait l'ETR. Parce que l'ETR, on sait que l'ETR va de quartier en quartier pour découvrir les magasins, les boutiques, y compris les microfinances aussi. Oui. Et alors, quand vous arrivez quelque part, vous demandez, monsieur, est-ce que vous avez payé vos impôts? Est-ce que vous avez votre quitus fiscal? Là, vous vous rendez compte que cette microfinance-là n'est pas enregistrée, n'a pas de récépissé, n'a pas d'autorisation. Alors, pourquoi est-ce que l'ETR ne fait pas en même temps tout ce travail-là, étant donné que quand les microfinances là font faillite, c'est le business, pas ricochet, d'autres personnes qui tombent aussi. Oui, bien sûr. Donc d'abord, ça fait des pertes pour le TR. Là, il perçoit des impôts. Il perçoit des impôts. Les impôts là s'en vont. Et de deux, supposons que moi, j'ai un capital de 200 000 francs. Je m'en vais déposer 20 000 auprès du microfinance qui s'en va. Du coup, normalement, je ne devrais plus être capable ou bien en mesure de payer les impôts que je payais avant. Par défaillance de l'ETR. Pas défaillance pas seulement de l'ETR, mais du gouvernement, qui est chargé quand même d'assurer la sécurité de mes biens. De te protéger. De me protéger moi et mes biens. Alors si l'État même est défaillant à ce point, ben moi je me demande comment est-ce que c'est possible. Bientôt on va créer aussi des hôpitaux clandestins. On va créer, je ne sais pas quoi. S'il n'existe pas encore. Bah oui, ça existe malheureusement aussi. Mais c'est-à-dire que c'est avec on ferme les yeux là-dessus. Mais on ne voit pas tout ce que ça crée comme désagrément et tout ce que ça représente comme danger. Les Togolais n'ont plus confiance aux banques. C'est pour ça qu'ils préfèrent garder leur argent à la maison. Non, je ne pense Parce que pas. Depuis des années, les autorités se plaignent par rapport donc au taux de bancarisation qui reste toujours faible. Et c'est d'ailleurs pour ça que la presse à un moment donné s'est interrogée sur le fait qu'il y a des banques qui arrivent au Togo à n'en point finir. Je ne pense pas que les Togolais n'ont plus confiance aux banques. C'est peut-être pour le fait des taux de prêt
que les banques donnent au niveau de leurs clients, c'est-à-dire que tu es là, même si tu as ton argent au niveau de la banque, tu as un compte là-bas pour faire un prêt, il y a un taux qu'on t'impose, que tu dois, il y a le taux qui est jusqu'à 8 à 13. Il y a beaucoup de paperasse à remplir. Paperasse à remplir, taux de marché, des conditions, des garanties à donner, tout ça. Vous parlez de combien? C'est dans l'ordre de 16%. Voilà. Pour les banques? Oui. Pour les banques. 16%. 16%. Bien sûr. Et vous allez voir que... Au niveau de microfinance, c'est moins. Là, même les gens qui vont au niveau de la... Non, c'est pas moins. C'est pas évident. C'est-à-dire que au niveau le problème, c'est que les microfinances font ça par mois. Et quand vous faites les calculs par an, ça revient pratiquement à la même chose. C'est-à-dire que les prêts au Togo ont ce problème-là, que les taux d'intérêt sont très élevés et on ne fait que des prêts à court terme. Au plus, à moyen terme. C'est ça le grand problème. Vous ne pouvez pas, quand vous faites un prêt maintenant pour que vous construisez une maison, attendez-vous à payer tout ça en 3 ans. En 3 ans. Ce qui fait que pratiquement les 2 tiers de votre salaire s'en va et les gens meurent juste après avoir construit leur maison. Et parce que vous payez le prix fort, quoi. Mais sinon, demandez pour les microfinances, les choses ne sont pas moins chères. Quand vous calculez par mois et multipliez par 12, vous verrez. Je pense qu'il y a aussi des facilités au niveau des microfinances. C'est pour ça que les gens se dirigent vers là. Ça leur permet, au moins si c'est par mois qu'on leur prélève, ils arrivent à le rembourser trop facilement. C'est ça qui leur donne le jeu. Et puis, ce que les gens ont oublié au niveau des microfinances, quand vous prenez FISEC ou bien l'autre, il y a des gens, si vous n'arrivez pas à payer, vous êtes poursuivi correctement et harcelé, et même c'est la justice qui va venir vous prendre. Et tout ceci là fait qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt au niveau des banques... Vous voulez parler des wages? Wages, voilà, wages, tout ça là. Donc, qui ne blaguent pas. Et ils ne blaguent pas à leur niveau. Quand vous avez un prêt avec recouvrement, c'est très très strict. Donc par rapport à l'auteur, je crois savoir que il y a de cela 2 mois, l'auteur a envoyé des éléments, des agents à travers la ville de Lomé pour voir, recenser et identifier les différentes entreprises ils sont venus même chez nous là pour identifier l'entreprise qui est à notre niveau, c'est notre entreprise. Ils ont enregistré, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais le problème tel que Gérard le fait, il faudrait que ça soit mis en œuvre pour que ceux-là qui ne sont pas à règle puissent avoir leur quitus fiscal, aller s'enregistrer au niveau du ministère des Commerces ou bien les CFU, pour que ces entreprises rentrent dans le formel et permettre à l'auteur de percevoir ses impôts et donc à l'économie même de mieux se porter. Et ça, lorsque quelqu'un est engagé dans ce sens, ce qui veut dire que les personnes qui sont ses clients pourront aussi en bénéficier. La personne ne pourrait pas fuir comme prendre les cabales comme un lièvre parce qu'il est harcelé par ses clients. Alors, on parle de microfinance illicite. Il semble que, et ça vous l'avez effleuré tout à l'heure, Gérard, au niveau des hôpitaux aussi, il n'y a pas des hôpitaux clandestins qui opèrent dans notre pays. Il y a un auditeur qui appelait tout à l'heure au standard qui parlait également de ces médecins de rue, produits traditionnels qui arnaquent, tradithérapeutes, il y en a parmi eux qui font dans l'arnaque finalement. Ils guérissent aucune maladie, ils vous prennent de l'argent et puis ils s'en vont. Ça aussi c'est un vrai problème. Au niveau de la HAC, je pense qu'il y a un mécanisme qui est mis en place quand même pour que nous, les radios, les télévisions qui passent ces genre de publicité, qu'on fasse plus attention. Oui, mais est-ce que là, il s'agit de beaucoup d'argent? Moi, je ne connais pas le phénomène, mais je pense que quand on va chez un guérisseur, c'est des histoires de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 100 000 au plus. Donc, ce n'est pas question de gros sous, quand même. Bon, moi, je pense que c'est deux problèmes différents. C'est beaucoup d'argent pour le malade de sa famille. Pour 20 000, 30 000, quand il est malade, il ne peut pas se rendre à l'hôpital, ou bien parfois, vous savez que quand vous allez à l'hôpital, les médecins sont incapables de vous guérir. Parce que c'est des trucs vrais. Hein. Moi, j'ai vu quand même des gens qui ont été guéris par les herbes. Hein. Alors, moi, pour cette histoire de la HAC, moi, je suis très, très, très sceptique. Je suis très sceptique. Parce que je ne vous le cache pas. Hein. Moi, il y a un enfant qui
qui a mal aux oreilles depuis des temps. Ça fait une dizaine de fois qu'on l'a amené à l'hôpital. On lui prescrit des antibiotiques à gogo. On lui prescrit des antalgiques. Pourtant, le mal revient toujours. On le bourre d'antibiotiques. Je vous le dis clairement, avant d'arriver ici, moi, on m'a appris quelque chose. Je suis allé soigner cet enfant-là avec, parce que c'est mon propre enfant. Et c'est ça qui m'a guéri aussi. Quand j'étais bébé, j'avais toujours mal aux oreilles. Et on m'a montré une herbe qu'on a mis que ma maman m'a mis dans les oreilles et le mal a disparu. Mais nous, maintenant, on s'amuse à bourrer cet enfant-là d'antibiotiques dont il n'y a pas d'analyse en tant que tel. Vous allez, on regarde avec un appareil et puis vous prescrivez les antibiotiques. Moi, je me suis dit ce matin, c'est vrai, c'est pas très civilisé. Moi, je le fais parce que ça nous guérit toujours dans notre famille et ça marche. Donc ça aussi, c'est de la pharmacopée. Moi, je crois que c'est trop facile que la HAC dise, bon, ben, tout ce qui est pharmacopée, arrêtez ça. Et puis... on sait qu'il y a une guerre classique entre ce qui est traditionnel et ce qui est médecine scientifique. Ben, c'est une fausse guerre. C'est de la paresse intellectuelle, en fait. Même quand vous allez chez les Européens, ils ont leurs recettes. Vous allez des gens qui prennent un peu de cannelle, ceci, ça guérit telle chose. Vous allez des gens qui prennent, comment dire là, je ne connais pas le nom en français, mais il y a plein de petits trucs comme ça qu'eux aussi font. Et souvent, on se base sur la pharmacopée pour synthétiser des produits chimiques. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tant de paresse? On ne fait pas de la recherche pour voir, mais ça là qui a toujours guéri nos parents, nos arrière-parents, qu'est-ce qu'il y a comme substance active dedans, qu'est-ce qu'il y a comme principe actif dedans qui guérit et qu'on fasse de la recherche. On ne finance pas la recherche, on s'amuse seulement à interdire ce genre de pratiques. Moi, je ne suis pas d'accord parce que plus d'une fois, ça a guéri. Moi, je connais une sœur religieuse, elle avait un cancer de sein, on lui a dit, mais qu'on va lui couper les seins. Du moins un sein. Oui, mais elle ne vivra pas. Enfin, si elle ne vivra pas. Ben, vous savez ce qu'elle a dit? Non. Elle a dit, si je dois vivre avec un sein, je préfère mourir. Après, elle est partie voir un guérisseur qui lui a mis... mais le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Oui, mais là, ça a marché. La sœur l'a vécu longtemps. Elle est morte maintenant, mais elle est morte, je crois, à près de 75 ans. Je ne veux pas dire le nom. Mais elle a vécu à plus de 30 ans encore. On ne lui a pas coupé les seins. Et le guérisseur seulement a dit que l'herbe qu'il met guérit les abcès. Il ne connaît rien, lui, des cancers. Mais la sœur là a vécu. Donc, pourquoi ne pas au moins chercher ce qui est vrai, ce qui est bon dans ce que nous faisons? Rappelons-nous qu'avant que le blanc ne vienne, on a trouvé des gens en Afrique tellement costauds qu'on a pu les mettre par centaines dans des bateaux, entassés comme des sardines. Ils ont survécu jusqu'aux Amériques. Ils ont pu encore travailler comme esclaves. Ça veut dire que ce n'est pas des gens comme moi, fragiles. C'était des gens costauds, résistants. Ça veut dire que nous avions notre façon de vivre. Et on était en bonne santé. Alors pourquoi ne pas chercher? Ouais, le problème que tu soulèves Gérard, c'est un problème très, très intéressant parce que il y a les herbes qui guérissent, il y a les marabouts et les guérisseurs qui sont de vrais guérisseurs, mais il y a des gens qui... Il y en a des faux aussi. Qui sont des faux guérisseurs qui prennent de l'argent. Très souvent, lorsque vous rencontrez un bon guérisseur, la personne ne vous prend pas de l'argent avant de vous guérir. Combien de faux médecins aussi, hein? Il y en a plein. C'est là que je suis en train d'en venir. C'est-à-dire, il ne vous prend pas, il ne vous demande pas assez d'argent avant de vous guérir. Mais il y a d'autres, quand vous arrivez, il dit, je vais diagnostiquer, il tourne ces petits trucs comme ça, là, il dit, bon, vous devez déposer ici, aller payer, aller acheter un billet noir, aller acheter tout ça là, et amener pour que... C'est du vrai maraboutage. C'est du vieux maraboutage. Oui, donc, c'est que... Il ne s'agit pas de ça, il s'agit des guérisseurs. Je pense que celui qui a parlé tout à l'heure, c'est de ça qu'il est en train, il veut parler. Parce que quand vous prenez les herbes africaines, lorsque on utilise, même ce sont nos herbes là que les Chinois transforment pour nous ramener ici en produit. Oui, l'artémisinine, par exemple. Ouais. L'artéméter, ça vient de l'artémisinine. C'est une plante. C'est une plante. C'est moi, j'ai reçu... On a synthétisé cela. Oui, mais quand vous prenez de l'artémisinine même, moi j'ai reçu un stagiaire la dernière fois, il a fait 3 mois chez nous, c'est un Allemand, il ne prend jamais de produit contre le paludisme parce qu'il a pris de l'artémisinine en Madagascar. Il a quitté là-bas, on lui a donné les herbes là, il prend ça comme sous forme de décoction et il n'a jamais attrapé la malaria. L'artémisinine, ça travaille. Tout le monde sait que l'artéméter sort de l'artémisinine et quand vous prenez cette décoction-là, vous êtes guéri du palu. Alors pourquoi interdire par facilité toutes ces pratiques-là, toute cette science-là? Moi, je ne comprends absolument pas. Oui, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est devenu une guerre entre la modernité et la tradition. C'est pour cela qu'entre-temps, j'ai vu qu'il y avait une conférence qui avait réuni les deux, les traditionalistes et
la médecine moderne, ils ont discuté. Mais par rapport à la HAC, je pense qu'il faudrait bien voir ceux-là qui sont de vrais tradithérapeutes. Parce que ici, dans nos vernaculaires, on appelle Amashi. Amashi, oui. ça guérit très bien, correctement. Et quand vous voyez au village, lorsque nous étions au village, quand vous vous blessez, lorsque vous êtes au champ, c'est des herbes là, on coupe, on met le liquide là, sur ça, oui. Et puis c'est fini pour quelque temps. Même on vous met même du sable sur la plaie et le lendemain c'est parti. Donc ce qui veut dire que nous avons des recettes en Afrique ici qu'on n'arrive pas à utiliser. Et comme on l'a dit, Gérard, il faudrait permettre aux gens de faire de la recherche et de mettre ça en pratique au lieu de se fier tout simplement à la médecine moderne, tout ça. Qui veut faire du sou. Les grands aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un peu partout. C'est la guerre des laboratoires en réalité. Il y a une affaire de gros sous. Vous allez voir qu'il y a un peu des centres de santé sauvages un peu partout. Entre-temps, c'est la madame qui était ministre de la Santé, madame, la mère Suzanne Aho, qui avait entrepris une guerre contre les centres de santé sauvages qui étaient un peu techniques sauvages. J'ai appris que ces derniers moments, il y a aussi cette guerre qui est en train d'être engagée contre ces centres de santé sauvages qui sont un peu implantés partout, parce que on demande que pour au moins avoir un centre de santé, il faut avoir un diplôme d'État d'abord. Oui. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme d'État, ils sont allés faire une formation de 2 ans quelque part dans une clinique et ils ouvrent un centre de santé pour dire qu'ils sont en train de faire des soins aux gens. Oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai Cette problème. histoire de formation dans une clinique comme un apprentissage dans les centre de couture, de coiffure, c'est un vrai problème. Bon, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est mieux que rien. Parce que ces gens-là, parfois, ils vous sauvent. C'est des gens, quand vous avez... apprennent à faire au moins de la piqûre, voilà. au moins de sérum. C'est ça. Le médecin vous prescrit, par exemple, des piqûres. Oui. Au lieu de retourner tout le temps à l'hôpital, allez vous asseoir là-bas pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures avant qu'on ne vous pique. Mais il y a l'aide-soignant qui est dans votre quartier, qui sait au moins comment on pique, si c'est intraveineuse ou bien intramusculaire, il connaît au moins ces petites choses-là. Il sait comment mettre le sérum, placer le sérum. Il vous soigne et ça marche. Ça a toujours marché. Mais moi, je vais vous raconter une toute petite histoire. Ça s'est passé chez moi à Tchévier. Quand j'habitais à Tchévier, je travaillais dans la brousse. Et un jour, on m'appelle, on me dit, mais le petit garçon qui est chez moi a été mordu par un serpent. Parce qu'à Tchévier, il y en a beaucoup. Oui, alors je cours, j'arrive très affolé, tout et tout. Et j'arrive, il y a le voisin qui me dit, non, laisse tomber, moi je l'ai déjà soigné. Il dit, ah non, on l'amène à l'hôpital parce que moi je ne veux pas d'histoire. Il dit, non, laissez tomber, tout et tout. Il m'a convaincu. Le lendemain, à 4 h du matin, ce jeune homme-là s'est levé, il a balayé bien la maison, il était guéri. Vous n'êtes plus allé à l'hôpital? Non, pas du tout. Je suis allé chez le voisin, je lui ai dit, mais monsieur, vous savez que je travaille sur une ferme et je risque à tout moment d'être mordu par des serpents venimeux. Il faut m'apprendre ça. Il me dit non, qu'il ne va jamais le faire. Mais je l'ai convaincu, il me dit bon, d'accord, donne-moi une somme symbolique de 5 000 francs, je t'apprends ça. Il m'a enseigné ce que c'est. Très simple. Vous le savez maintenant. Je le sais, mais il m'a fait promettre d'en enseigner ça à personne, mais pour ma propre protection, de toujours avoir ça sur moi. Et je l'ai fait. Et ça a guéri. Au moins ça, je sais que c'est une connaissance de première main parce que ça a fait ses preuves. Alors pourquoi ne pas essayer de tirer toutes ces connaissances-là de nos savants? Parce que ces gens-là, c'est quand même des savants. Et multiplier tout cela par 0 et se dire, bon, on se rabat sur... D'abord, quand vous allez dans l'intérieur du pays, allez essayer de voir, il n'y a pas les sérums anti-venin. Il n'y en a jamais. Ah bon? Jamais. Commencé à partir de Tchévier, à Bélevé, tout ça là dans ces villages-là. Moi, je vous donne ma main à couper. Ils n'ont pas de sérum anti-venin. Les gens se font mordre et ils meurent souvent. Moi, j'ai fait plusieurs années à l'intérieur en travaillant sur une ferme. J'ai vécu cette situation-là plusieurs fois. Peut-être que le ministre de la Santé nous entend. Il ne va pas me démentir. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais quand même vous interroger également sur la question politique. Vous savez que ces derniers jours, on a beaucoup parlé politique et nous sommes dans l'attente quand même de la décision à peu près de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO par rapport à la crise togolaise. La semaine dernière, beaucoup de choses se sont passées, notamment, et on va s'arrêter là-dessus, cette petite phrase du président français Emmanuel Macron au sortir, n'est-ce pas, d'une audience
avec son homologue nigérien, Mamadou Bouhari. Emmanuel Macron disait qu'au Togo, il faut sortir du statu quo. Et chez nous, ici au Togo, que d'interprétations, que de commentaires autour du sujet, qu'on soit de la coalition de 14 partis de l'opposition ou du pouvoir, chacun a sa compréhension quand même de ce statu quo. Le confrère, le libéral d'ailleurs, le dit si bien dans son éditorial. La fin du statu quo, à chacun sa compréhension. Togo Matin aussi évoque le sujet, les philosophes du statu quo. Qu'est-ce qu'il faut en déduire finalement, Abbas Issaka, au niveau du journal Le Mania Libéré? Comment est-ce que vous l'interprétez finalement? Je pense que cette histoire de statu quo, ça commence par faire des buses, parce que ce n'est pas la première fois qu'on interprète souvent les propos de ceux-là qui sont délaisseurs, qui veulent aider aussi à sortir le pays de la crise. L'autre cas, c'est le communiqué de la CEDEAO. Le professeur Alpha Condé a été obligé de revenir remettre de l'autre. Aujourd'hui, on parle de statu quo. Bon, on ne sait pas dans quelle balance met Macron le mot statu quo. Pour lui, il parle de statu quo. On ne sait pas si ce statu quo a commencé depuis le 19 octobre et qui se poursuit jusqu'à ce jour. 19 août, excusez-moi. 19 août et qui se poursuit jusqu'à ce jour. Ou c'est le dialogue qui a démarré le 19 février dernier et que le statu quo est parce que les uns et les autres sont en train de se tirailler sur la question. Tout le monde est campé sur ses positions et les positions n'avancent pas pour qu'on trouve une solution à la crise. Et pour moi, je pense que c'est peut-être dans ça que le président Macron est en train de dire il faut sortir de ce carcan de statu quo et permettre aux gens d'avancer parce que l'économie même du pays est bloquée. Et pour d'autres, c'est le problème d'alternance. Est-ce qu'il faut avoir cette alternance? C'est l'alternance qui constitue le statu quo. Là aussi, c'est une autre question. Puisque le statu quo doit sortir à partir des réformes. S'il y a des réformes, on pourra envisager une alternance. Donc les gens devaient s'asseoir pour discuter par eux-mêmes et trouver des solutions aux réformes et envisager une alternance paisible. Et aujourd'hui, on a l'impression, après même le communiqué de la CEDEAO qui avait demandé aux protagonistes de la crise, au moins de trouver un consensus avant le 31, on n'a vu aucune personne, aucune initiative de la part de ces protagonistes pour s'asseoir et réfléchir sur la question des réformes avant que la CEDEAO n'arrive le 31 pour nous dire de ce qui... Parce que les autres disent, la CEDEAO dit, les deux facilitateurs disent, allez vous entendre, pour le moment, nous avons eu ce que vous avez à nous donner. Les positions sont toujours campées. Mais d'ici le 31, il faudrait qu'il y ait un consensus entre vous. Mais rien ne se fait jusqu'à présent. Tout le monde est assis, on attend et tout le monde a les yeux rivés aujourd'hui sur le 31 juillet. Personne ne s'approche. Donc, c'est aussi un autre cas de statu quo que moi je vois. D'accord. Gérard Russa, sur ce sujet. Non, moi je ne suis pas de cet avis. C'est-à-dire que pour moi, le mot statu quo est simple. Ça veut dire immobilisme. Oui, bien sûr. Le statu quo, c'est l'immobilisme. Alors quand il dit que le Togo ne saurait rester dans le statu quo, moi je vois d'abord deux choses. Nous sommes dans l'immobilisme aujourd'hui. Nous sommes dans l'immobilisme. Depuis la crise de 1990, le Togo n'évolue que dans une crise. Répression, élection, qu'on dit truqué, contesté, et après, bon, on prête serment et ça continue. Dialogue aussi. Ça, c'est un statu quo. C'est la même chose qui se répète. Et deuxième statu quo, c'est le système RPT. Parce que le RPT, c'est un système aussi. C'est un régime, on est sous le même régime depuis 1967, ou bien disons 69, avec le RPT. Alors ça aussi, ça constitue un statu quo. Et c'est là que Macron dit, on ne saurait, les citoyens togolais ne veulent plus rester dans le statu quo. Ils veulent un changement. Et pour moi, ça se comprend très très bien. Et il ne faut pas confondre aussi le statu quo avec les réformes. Parce qu'on peut faire les réformes, mais rester encore dans le statu quo. Comment c'est possible? Supposons que demain, on parle d'élection à 2 tours.
C'est pas ça qui va faire que le régime togolais va changer. On peut toujours vivre sous le régime RPT. On peut parler demain de limitation des mandats et que M. Faure Gnassingbé s'en aille. Il sera remplacé par un autre du même régime. Comme Faure Gnassingbé a remplacé son père Eyadema. Et nous disons que ça fait 53 ans. Donc le statu quo demeure. Le statu quo risque de demeurer. Alors Macron veut parler d'un réel changement. Et en démocratie, quand il n'y a pas statu quo, ça veut dire que vous expérimentez plusieurs systèmes, pas forcément plusieurs systèmes politiques, mais plusieurs systèmes de gouvernance. La droite qui est là, la gauche qui vient, après il y a ceux du milieu qui arrivent et tout et tout. Donc vous essayez le capitalisme, le socialisme un peu, et des choses comme ça. Comme ça se fait en Allemagne, en France, en Angleterre et partout avec les travaillistes et les conservateurs et tout ça. Donc le statu quo, ça finit par lasser les gens. Et quand les êtres humains sont lassés, sont fatigués, ben, ils réagissent, même quand la chose est bonne. C'est comme si vous me mettez ici, moi je commence à danser devant vous, je danse 1 heure, vous me supportez parce que je danse très bien, 2 heures, vous me supportez parce que je danse très bien, après 5 heures, vous allez me dire, ben Gérard, la ferme, fout le camp. On est fatigué de te voir danser. Il y a le confrère Forum de la semaine qui souligne les propos justement du ministre Djibé Ouattara par rapport à cette histoire de statu quo finalement. Il dit, le gouvernement et sa majorité ne sont pas disposés à se mettre dans une logique de statu quo. Il se moque de nous, oui, ce monsieur. Ah oui? Ben oui, moi j'ai entendu ces déclarations, j'étais fâché. Un ministre ne fait pas ça. Un ministre ne se moque pas de ses administrés. C'est pas bien. En quoi c'est de la moquerie? Ben, tout ce qu'il veut dire quand il dit qu'il ne veut pas rester dans le statu quo, alors qu'il sait très bien qu'il a toujours lutté pour qu'il n'y ait pas de changement. Il comprend très bien, M. Barra, et il est assez intellectuel pour savoir ce qu'on appelle le statu quo, l'immobilisme. Alors qu'il dit que son président doit continuer à rester, UNIR doit continuer à rester au pouvoir, et rien ne se passe, et dit qu'il lutte pour qu'il n'y ait pas de statu quo. C'est comme si, juste qu'on se moquait des gens, et on n'a pas besoin de cela en ce moment. Est-ce que, finalement, le 31 juillet prochain, les acteurs seront disposés à accepter ce que dira la CEDEAO, puisque depuis 10 mois passés, on a été incapable de nous entendre sur l'essentiel. Abbas Issaka, on est en train de conclure comme ça. Effectivement, on a été incapable de nous entendre. Et puis, j'ai écouté d'un homme politique même de la C14 que la dernière fois, avec les facilitateurs, il avait lu de l'amertume dans les yeux de Nana Akufo-Addo, qui s'était employé par tous les moyens à amener les Togolais à s'entendre pour trouver une solution à leur crise, et qu'ils ne sont pas arrivés à s'entendre, à s'asseoir, et qu'il avait lu de l'amertume. Beaucoup pas, hein, mais il a dit à un chef de parti qui me l'a rapporté, il a dit, vous avez un pays bizarre. Il était très amer, il dit, est-ce que vous savez que vous avez un pays bizarre? Donc, oui. C'était dans le problème, nous les Togolais, on n'est pas arrivé à être responsables, à être conscient de notre responsabilité de la crise qui traverse, et on a mis nos intérêts devant. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes à s'entendre et à s'asseoir même pour discuter de quoi que ce soit pour s'entendre. Et nous serons obligés à accepter ce qui va venir de la CEDEAO. Même si ce n'est pas une imposition, le Togolais doit être soumis à ça. Ça va venir s'imposer, ça va s'imposer à nous, parce que les facilitateurs, du moins le facilitateur ghanéen, a fait un travail pour que les Togolais puissent s'asseoir et que même la crise de confiance puisse disparaître en leur sein. Mais il n'a pas pu. Et aujourd'hui, il semble être dessus par le comportement des politiciens togolais. Dépassé par le comportement. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de potable de la communauté ouest-africaine qui satisfasse les deux camps? Non, moi je dis d'abord qu'on n'a même pas besoin de s'entendre. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de s'entendre. Comment ça? Non, je vous donne un exemple. On s'entend sur l'essentiel. Non, je vous donne un exemple. Vous êtes marié, vous vivez avec votre femme et vous amenez votre copine et vous faites l'amour devant elle et vous dites, j'ai besoin qu'on s'entende sur ça. Vous ne vous entendrez jamais. Parce que vous êtes dans l'erreur. Vous faites quelque chose qui ne va jamais plaire à l'autre. Comment est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait de réprimer des gens? Aller dans une ville, frapper tout le monde, leur casser les jambes et tout. Comment on peut s'entendre sur ça? Comment on peut s'entendre sur le fait d'envoyer des opposants en exil?
comme Atchadam Tikpi aujourd'hui qui n'a plus le droit de mettre les pieds sur le territoire. Qu'est-ce qui lui a interdit de mettre les pieds sur le territoire? Parce que sa vie n'est pas en sécurité. Et ça, tout le monde le sait. Et les tenants du pouvoir aussi le savent très bien. Mais comment on peut s'entendre sur certaines choses quand on envoie des gens en prison parce que ils militent dans des organisations de défense des droits de l'homme? Sur des choses comme ça, on ne peut pas s'entendre. Il n'y a qu'une seule chose, c'est un pouvoir qui doit changer de nature. On doit passer de la dictature à la démocratie. Et ça, il n'y a pas de concession possible. Moi, je pense que s'entendre, c'est un mot vain. On ne peut pas s'entendre sur comment pratiquer la dictature. Est-ce que pourrait accepter toute décision venant de la CEDEAO? Oui, mais ce que moi je crains surtout, c'est que la CEDEAO n'impose quelque chose qui aille en désavantage qui ne profite pas au régime en place. Et là, on risque d'avoir des difficultés. Parce que moi, j'imagine mal unir dans l'opposition avec tout le pouvoir financier qu'il a, tout le pouvoir relationnel qu'il a, tout le pouvoir militaire dans l'administration, tout ce parti-là dans l'administration, dans l'opposition. Moi, je ne voudrais pas être au pouvoir en ce moment et unir dans mon opposition. Ça va être extrêmement difficile pour celui qui va gérer ce pays. Très bien, messieurs. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Gérard Ouessant. Je rappelle que vous êtes le patron du groupe de presse SICA. Abbas Issaka, le patron de l'hebdomadaire Le Magnan, à Libéré, qui paraît tous les mercredis. Merci également à Emmanuel Fanyagwe qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain.